Le 12 septembre 2002, Lyon était plongé dans une chaleur estivale qui semblait ne jamais vouloir se dissiper. Le soleil, encore dans le ciel, rendait l'atmosphère presque étouffante. Claire Dupont, 25 ans, venait de terminer sa journée de travail comme secrétaire dans une agence de publicité. Fatiguée mais sereine, elle avait promis à sa mère qu'elle serait à la maison dans une demi-heure. Ce soir-là, Claire s'était arrêtée au supermarché Franprix, comme à son habitude, pour acheter quelques courses avant de rentrer. La soirée semblait normale, comme les autres. Elle n'avait aucune idée que ce serait la dernière fois qu'elle quitterait son travail. À 20h55, les caméras de surveillance du parking capturèrent Claire en train de se diriger vers sa voiture, une vieille Renault Clio grise. Elle portait un manteau beige léger et un jean, son visage affichant un sourire fatigué. En entrant dans sa voiture, elle appela sa mère, Margot, pour lui dire qu'elle serait là dans 10 minutes. C'était une conversation banale, mais rassurante. Mais ce fut la dernière fois que Margot entendit sa voix. Après l'avoir raccrochée, Claire s'engagea dans les rues de Lyon, sans savoir qu'elle plongeait dans un abîme de mystère et de peur. Les minutes s'égrenaient dans la maison de Margot, chaque seconde devenant plus lourde que la précédente. La table du dîner était prête, les plats attendant d'être dégustés. La chaleur de la soupe se dissipait, mais le silence régnait dans la maison. Claire ne répondait toujours pas au téléphone. Margot, inquiète mais confiante, tenta à nouveau d'appeler sa fille. Mais cette fois-ci, son appel alla directement à la messagerie. Un frisson glacé parcourut la nuque de Margot. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les minutes, puis les heures passèrent, mais Claire ne rentra pas. La ville de Lyon, quant à elle, restait insensible à cette inquiétude grandissante. Les gens circulaient dans les rues, les lumières des réverbères commençaient à s'allumer. Pourtant, dans la maison des Dupont, l'angoisse montait, remplaçant lentement l'espoir. Margot se leva de sa chaise, jetant des regards inquiets vers l'horloge, puis vers la porte d'entrée, comme si Claire pouvait entrer à tout moment. Elle appela encore et encore, mais rien. Aucun signe de sa fille. Le cœur lourd, Margot décida d'appeler la police. Ce fut là que le cauchemar commença. Le téléphone de Margot sonna, finalement à 2 heures du matin. Ce n'était pas Claire, mais la voix d'un policier. Ils avaient trouvé la Clio de Claire abandonnée dans un quartier calme, les portières ouvertes, mais aucun signe de lutte. La voiture était intacte. Les policiers, peu renseignés, n'avaient trouvé aucun indice sur place. Cela ne faisait qu'ajouter au mystère. Claire avait disparu sans laisser de traces. La police avait pourtant fouillé les environs, mais aucune explication ne semblait se dessiner. Margot, accablée par la peur, attendait, mais les heures passaient et aucun nouvel indice n'émergeait. « Tu as aimé ce que tu as découvert jusqu'ici? Alors reste avec nous. Abonne-toi et sois au courant de toutes les nouveautés à venir. » Les premiers jours de l'enquête furent marqués par l'incertitude. Les policiers fouillèrent les quartiers autour du supermarché Franprix, interrogeant les voisins et les témoins. Mais personne n'avait vu quoi que ce soit de suspect. Les caméras de surveillance avaient capturé Claire quittant le magasin, mais après cela, il n'y avait aucune image claire. Un témoin affirma avoir vu une silhouette s'éloigner de la Clio, mais il n'était pas sûr de l'identité de la personne. Les policiers se retrouvèrent avec trop peu de pistes. La disparition de Claire semblait de plus en plus étrange, chaque nouvelle hypothèse se heurtant à des murs de silence. La presse locale commença à s'intéresser à l'affaire. Les journaux de Lyon publièrent des articles sur la disparition mystérieuse de Claire, dont les photographies circulaient désormais partout. Sa photo, une jeune femme souriante, avec des yeux pleins de vie, devenait l'image de l'inquiétude qui gagnait la ville. Les voisins et amis de Claire se mirent à distribuer des affiches, à coller des posters sur les murs de la ville. L'image de Claire semblait partout, mais en même temps, elle se faisait de plus en plus floue dans les esprits des Lyonnais à mesure que les jours passaient sans nouvelles. Margot, elle, s'accrochait à chaque petit détail. Chaque appel, chaque visite à la police, chaque rencontre avec les enquêteurs était une nouvelle tentative désespérée pour retrouver sa fille. Mais à chaque réponse, à chaque indice qui s'éteignait, la douleur se faisait plus vive. Les policiers se concentraient sur les pistes classiques, mais aucune d'entre elles ne semblait donner de résultat. L'affaire devenait de plus en plus complexe et la police de plus en plus découragée. Les spéculations allaient bon train, mais les faits restaient rares. Margot sentait que le temps, inexorable, continuait de jouer contre elle. À la fin de la première semaine, l'enquête commença à piétiner. Les enquêteurs tentèrent de faire parler les proches de Claire, mais aucun d'entre eux ne semblait savoir quoi que ce soit de suspect.
Ses amis et collègues la décrivaient comme une jeune femme dynamique, sans ennemis apparents. Pourtant, il était évident que quelqu'un savait quelque chose. Mais qui? Pourquoi Claire? Pourquoi elle et non quelqu'un d'autre? Ces questions restaient sans réponse. Margot continuait à se battre contre l'angoisse qui la rongeait chaque jour un peu plus. Les jours se succédaient sans que l'enquête ne fasse de progrès significatifs. La disparition de Claire semblait s'être noyée dans un océan de mystère. Margot, accablée par l'absence de sa fille, passait ses journées à arpenter les rues de Lyon, allant d'un commissariat à l'autre à la recherche d'une réponse, d'un indice. Mais chaque porte qu'elle frappait se fermait sans aucune certitude. Les policiers, bien qu'efforcés de retrouver Claire, se retrouvaient confrontés à une série de mystères de plus en plus perturbants. Les caméras de surveillance avaient capturé son départ du supermarché, mais après cela, il n'y avait plus aucune trace. Une nouvelle hypothèse commença à circuler parmi les enquêteurs. Et si Claire avait été victime d'un enlèvement prémédité? Cela expliquerait pourquoi elle avait été suivie, observée avant sa disparition. Mais alors, qui pourrait en vouloir à cette jeune femme si pleine de vie, et pourquoi choisirait-on de la faire disparaître ainsi, sans laisser de traces évidentes? Le commandant François Leroy, en charge de l'enquête, commença à se poser ces questions. Il réunit son équipe et lança une nouvelle série de recherches, en concentrant leurs efforts sur les environs du supermarché, en particulier sur les parkings et les zones proches où Claire avait été vue pour la dernière fois. Les inspecteurs commencèrent à explorer de nouvelles pistes, interrogeant les commerçants voisins et les employés des alentours. Une caissière du Franprix, Isabelle, se souvenait avoir vu un homme étrange rôder près des rayons, mais son témoignage était trop flou pour être exploité concrètement. Elle n'avait pas pu donner de description précise, et l'homme semblait ne pas avoir interagi directement avec Claire. Malgré cela, le témoignage était suffisamment dérangeant pour que les enquêteurs l'ajoutent à leur liste de pistes à suivre. Mais plus les semaines passaient, plus la pression montait, et les policiers commençaient à douter que cette enquête mène à une conclusion rapide. Le quartier où Claire vivait, près de la place Bellecour, devint le centre d'une attention accrue. Les policiers firent des rondes régulières, cherchant des indices qui, jusqu'à présent, semblaient invisibles. Mais la ville, si habituellement animée, paraissait soudainement figée dans une inquiétude palpable. Les habitants évitaient de parler de la disparition de Claire, comme si cette absence devenait trop réelle, trop proche de leur vie. Les regards s'échangeaient dans les rues, les rumeurs circulaient, mais personne ne savait quoi penser. Un autre élément perturbant apparut quelques semaines après la disparition. Un appel anonyme fut reçu par la police. La voix à l'autre bout du fil était calme, presque mécanique, mais les mots étaient clairs. « Elle est là, où vous ne pouvez pas la trouver », déclara l'inconnu avant de raccrocher. Les enquêteurs scrutèrent l'appel, essayant de remonter la piste de la voix, mais l'appel était anonyme et aucune trace n'en restait. Cela augmenta encore la confusion, mais aussi la peur parmi les policiers. Était-ce un appel de quelqu'un qui savait où se trouvait Claire? Ou était-ce un simple canular, un jeu cruel de quelqu'un cherchant à semer le chaos? Le commandant Leroy, bien que sceptique, décida d'examiner toutes les pistes, aussi infimes soient-elles. Une nouvelle série de recherches fut lancée, et les inspecteurs commencèrent à fouiller plus systématiquement les zones périphériques de la ville, notamment les espaces abandonnés et les bâtiments à l'écart des sentiers battus. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'espoir de retrouver Claire en vie s'amenuisait. Les médias locaux s'emparaient du sujet, diffusant des images de la jeune femme, mais même la visibilité ne semblait pas déclencher de nouvelles informations. La ville de Lyon était à bout de patience, mais la souffrance de Margot semblait ne faire que s'aggraver. Au même moment, une autre piste fut abordée. Un témoin avait vu une voiture noire, une berline de marque allemande, se garer près de l'endroit où Claire avait disparu. La voiture était un modèle relativement rare à Lyon, et l'enquêteur en charge commença à se concentrer sur cette information. Mais malgré l'examen des plaques d'immatriculation et des recherches dans les quartiers proches, la voiture ne semblait pas correspondre à un quelconque suspect déjà identifié. Cette découverte, bien qu'importante, était une autre rue sans issue. Les pistes se multipliaient, mais la vérité restait insaisissable. Si ce contenu te plaît, imagine tout ce qui reste à venir. Abonne-toi dès maintenant, rejoins notre communauté et ne manque aucune des prochaines nouveautés. Margot, quant à elle, n'avait pas cessé d'espérer. Chaque jour, elle allumait une bougie pour sa fille, priant qu'elle soit retrouvée saine et sauve. Mais chaque appel qu'elle recevait semblait la plonger plus profondément dans la déception. Le temps était devenu un ennemi silencieux.
Le seul moyen pour elle de tenir bon était de continuer à croire, de continuer à imaginer que sa fille pourrait encore être retrouvée. Pourtant, chaque minute qui passait faisait peser sur ses épaules un poids plus lourd. La douleur de l'attente devenait insupportable. Les semaines passaient et l'enquête stagnait, noyée dans une mer d'incertitudes. Le commandant Leroy, bien qu'épuisé, savait qu'il devait continuer à pousser les portes qui restaient ouvertes. Les rares indices semblaient se refermer les uns après les autres, comme des labyrinthes sans issue. Mais la police de Lyon n'était pas prête à abandonner. Le commissariat multipliait les interrogatoires et les médias locaux assuraient une pression constante sur les forces de l'ordre. Dans ce climat lourd de tension, une nouvelle piste émergea, qui allait bouleverser l'enquête. Un soir, alors que les enquêteurs continuaient d'analyser les images des caméras de sécurité de la ville, ils repérèrent quelque chose d'inattendu. Une silhouette sombre semblait se déplacer derrière la Clio de Claire, sur les images capturées à proximité du supermarché Franprix, juste après qu'elle y ait garé son véhicule. L'ombre, bien que floue et difficile à identifier, semblait observer Claire. Les policiers décidèrent d'examiner plus en détail la vidéo, déterminés à trouver un lien avec la disparition de Claire. Cependant, les images étaient trop floues pour permettre une identification claire. Ce qui aurait pu être un détail anodin prenait désormais une toute autre dimension. Mais un autre événement allait ajouter une couche de mystère à cette affaire déjà complexe. Une semaine après la disparition de Claire, un témoin se présenta à la police. Ce dernier, un chauffeur de taxi du quartier de la Pardieu, affirma avoir conduit un homme au même endroit où Claire avait été vue pour la dernière fois. Il décrivit l'homme comme étant de taille moyenne, portant une veste en cuir noir, avec des cheveux courts et sombres. Bien que le chauffeur ne puisse pas en dire beaucoup plus, il mentionna que l'homme semblait nerveux, jetant des regards furtifs autour de lui, comme s'il était pressé ou inquiet. Ce témoignage allait relancer l'enquête. Le commandant Leroy, intrigué par ce nouveau témoignage, décida de revoir les enregistrements des stations de taxi dans le secteur, espérant retrouver des détails qui auraient pu échapper à l'œil des enquêteurs. Ils retrouvèrent rapidement la trace du conducteur et du passager dans les archives des taxis. Il s'agissait d'un trajet effectué entre 20h30 et 21h, la même période où Claire avait disparu. Malheureusement, aucun enregistrement clair du passager ne pouvait être retrouvé, car la vidéo de surveillance de la station de taxi était trop floue. En parallèle, les policiers se concentrèrent sur les relations de Claire. Ils fouillèrent dans ses contacts personnels, interrogeant ses amis, collègues et même ses anciens petits amis. Parmi eux, un nom revint régulièrement. Julien Lefebvre, un homme de 30 ans avec qui Claire avait eu une brève relation quelques mois avant sa disparition. Julien avait été très attaché à Claire, mais elle l'avait quitté après quelques semaines, ne ressentant plus la même chose. Selon ses amis, il semblait avoir mal vécu cette rupture, mais il n'avait jamais été violent ni menaçant. Cependant, dans l'ombre de cette rupture, la police décida de l'interroger. Julien nia toute implication dans la disparition de Claire, mais son comportement nerveux lors de l'interrogatoire fit naître de nouveaux doutes. Le commandant Leroy ordonna une perquisition de l'appartement de Julien Lefebvre. Les policiers fouillèrent chaque recoin à la recherche d'indices, mais ils ne trouvèrent rien de compromettant. Cependant, ils découvrirent une pile de lettres que Julien avait écrites à Claire après leur séparation. Dans ces lettres, il exprimait sa tristesse, son désir de la reconquérir et ses regrets. Aucun de ces documents ne contenait d'éléments prouvant une menace réelle, mais la charge émotionnelle de ces lettres laissait présager un homme frustré par la rupture. Une perquisition dans le passé de Julien révéla également qu'il avait suivi Claire sur les réseaux sociaux après la fin de leur relation, ce qui attira l'attention des enquêteurs. À ce stade de l'enquête, Claire restait introuvable, mais les policiers se concentraient sur un petit cercle de suspects. Bien que Julien soit un suspect plausible, les preuves contre lui restaient faibles. Le commandant Leroy savait qu'il ne pouvait pas se permettre de se laisser guider uniquement par des hypothèses, mais la pression grandissait. Le dossier de Claire était maintenant vu comme un défi et la ville de Lyon commençait à se questionner sur la vérité derrière cette disparition. Les habitants, eux aussi, étaient secoués par l'ampleur de ce mystère qui affectait une des leurs. La famille de Claire, en particulier sa mère Margot, continuait à vivre dans l'attente, ces journées marquées par l'espoir et la douleur. Chaque nouveau développement apportait une brève lueur d'espoir, mais chaque avancée semblait aussi finir par s'éteindre sans résultat. Margot, ne sachant plus vers qui se tourner, passa son temps à organiser des rassemblements dans son quartier, distribuant des affiches de sa fille et rencontrant les médias pour relancer l'attention publique sur la disparition de Claire.
Mais au fur et à mesure que le temps passait, les réponses se faisaient de plus en plus rares. Les semaines s'étiraient et l'affaire de la disparition de Claire Dupont stagnait toujours. Le silence était devenu une seconde peau pour Margot, la mère de Claire, qui passait ses journées à regarder l'horloge du salon, espérant qu'un appel viendrait enfin briser cette attente insupportable. Le commandant Leroy et son équipe se retrouvaient dans une impasse. Les pistes, d'abord prometteuses, s'éteignaient les unes après les autres, et la pression de l'enquête s'alourdissait à chaque jour qui passait. Et pendant que l'histoire continue de se dérouler, pourquoi ne pas en profiter pour t'abonner maintenant? Comme ça, tu ne manqueras rien de ce qui arrive. Mais un événement imprévu allait relancer l'enquête d'une manière inattendue. Un mois après la disparition de Claire, la brigade criminelle reçut un appel étrange. Un homme, tremblant, contacta la police en annonçant avoir trouvé une bague en or et une écharpe de Claire dans un terrain abandonné non loin du quartier de la Croix-Rousse. Il avait repéré ces objets alors qu'il se promenait dans la zone, attiré par un reflet doré dans les herbes. Intrigué, il les avait ramassés et après avoir vu les photos de Claire dans les journaux, avait décidé de contacter les autorités. Le commandant Leroy se rendit immédiatement sur les lieux avec son équipe. Le terrain était un parc presque abandonné, parsemé de buissons denses et de chemins mal éclairés. Les enquêteurs fouillèrent soigneusement les environs, mais aucun autre indice ne fut retrouvé à cet endroit. Cependant, la découverte de la bague et de l'écharpe de Claire, même si elles étaient un peu usées, représentait un tournant dans l'affaire. Pourquoi ces objets avaient-ils été laissés là? Et pourquoi ce terrain, loin des zones déjà explorées par la police? Les enquêteurs commencèrent à revoir les enregistrements des caméras de surveillance autour de la Croix-Rousse, espérant capter des images du suspect qui aurait pu jeter ces objets dans ce terrain. Les images étaient floues et ne montraient qu'une silhouette vague, se déplaçant furtivement. Cependant, cela renforça la théorie qu'un lien existait entre ce terrain et la disparition de Claire. Une équipe de la police scientifique fut envoyée sur place pour analyser les objets retrouvés, espérant y découvrir des traces de l'identité de l'individu qui les avait abandonnés. Les tests ADN commencèrent à être effectués sur les objets, et bien que les résultats soient attendus, il était déjà clair que cette nouvelle piste pourrait apporter des réponses cruciales. Le commandant Leroy se rendit à nouveau chez Julien Lefebvre, le principal suspect de l'affaire, pour l'interroger sur sa possible connexion avec ce terrain. Julien semblait plus nerveux que lors de leur premier entretien, mais il n'y a toute implication dans l'abandon des objets. Les policiers ne pouvaient cependant pas ignorer que, pendant un certain temps, il avait vécu dans le quartier de la Croix-Rousse, un fait qui pourrait bien lier ce terrain abandonné à sa propre histoire. Au même moment, un témoin se manifesta de manière surprenante. Il s'agissait d'une voisine de Julien, Madame Charpentier, qui déclara avoir vu Julien quitter son appartement le soir de la disparition de Claire, portant un grand sac noir. La femme ne savait pas ce que contenait ce sac, mais elle avait été frappée par l'insistance avec laquelle Julien l'avait pris et l'avait emporté à toute vitesse. Cela sembla de plus en plus suspect aux yeux des enquêteurs. Pourquoi ce sac était-il si important? Et pourquoi cette femme, apparemment innocente, avait-elle remarqué ce détail quelques jours après les faits? Le commandant Leroy décida alors de demander une nouvelle perquisition de l'appartement de Julien. Cette fois, il ordonna que les policiers fouillent en profondeur à la recherche de tout élément qui pourrait corroborer les témoignages des témoins. Après plusieurs heures de recherche, un objet surprenant fut découvert dans un tiroir de la chambre de Julien. Un vieux carnet de notes dans lequel il avait écrit des détails sur Claire et leurs interactions passées. Les pages étaient remplies de pensées obsessionnelles, des notes sur sa tristesse après la rupture et son désir de la reconquérir. Bien qu'il n'y ait pas de preuve directe de violence dans les pages du carnet, l'intensité des écrits laissait entrevoir un homme en proie à une grande frustration et une obsession dangereuse. Margot, elle, continuait de vivre dans l'espoir fragile que Claire puisse être retrouvée vivante. La douleur de son attente quotidienne était palpable. Elle vivait avec la conviction que sa fille était quelque part, mais elle ignorait où et dans quelles conditions. Elle ne pouvait pas se résoudre à l'idée que Claire soit perdue à jamais, et chaque matin, elle allumait une bougie en pensant à elle, priant pour que son appel soit entendu. Mais les semaines passaient, et l'absence de Claire laissait place à un abîme de solitude. Le témoignage de la voisine de Julien, Madame Charpentier, et la découverte des objets liés à Claire dans le terrain abandonné marquèrent un tournant dans l'affaire. La police avait désormais une nouvelle direction, mais à mesure qu'elle avançait, elle se heurtait à des obstacles inattendus. Les motivations de Julien restaient floues, et même s'il semblait avoir un lien avec Claire, les preuves directes de son implication restaient absentes.
La ville de Lyon commençait à se demander si un jour la vérité serait dévoilée ou si ce mystère resterait à jamais insoluble. L'enquête sur la disparition de Claire Dupont continuait de se complexifier, mais la pression sur les enquêteurs se faisait de plus en plus forte. Les indices retrouvés dans le terrain abandonné, bien qu'énigmatiques, avaient ouvert une brèche dans le mur de silence autour de la disparition. Le commandant Leroy avait désormais un faisceau de preuves, mais ces éléments étaient encore fragiles. Les objets retrouvés la bague et l'écharpe de Claire n'étaient pas suffisants pour incriminer quelqu'un de manière concrète. Cependant, la découverte du carnet de Julien Lefebvre, rempli de pensées obsessionnelles, devenait un élément clé. Les enquêteurs décidèrent d'approfondir les recherches autour de Julien. Ils commencèrent à interroger davantage de témoins, notamment des voisins qui avaient vu Julien à plusieurs reprises, seul, dans des situations qui semblaient anormales. Un voisin se souvint de l'avoir vu, dans les jours précédant la disparition de Claire, errer près du parc où les objets avaient été retrouvés. Julien avait semblé agité, comme s'il recherchait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Ce témoignage, bien que flou, ajoutait une dimension inquiétante à la personnalité du suspect. De plus, d'autres voisins commencèrent à mentionner des comportements suspects, comme des va-et-vient incessants entre l'appartement de Julien et des lieux isolés autour de la Croix-Rousse. En parallèle, les résultats des tests ADN effectués sur la bague et l'écharpe de Claire commencèrent à revenir. Bien qu'aucune trace d'ADN n'eût été trouvée sur l'écharpe, un échantillon provenant de la bague montrait une correspondance avec l'ADN de Julien Lefebvre. Cette découverte, bien que décisive, n'était pas encore suffisante pour prouver sa culpabilité, mais elle établissait un lien direct entre Julien et les objets personnels de Claire. Le commandant Leroy était désormais convaincu que Julien avait joué un rôle dans la disparition de Claire. Mais pourquoi l'aurait-il fait? Quel était son mobile? Les enquêteurs se penchèrent de plus près sur le passé de Julien. Ils découvrirent qu'avant de rencontrer Claire, il avait eu plusieurs relations amoureuses tumultueuses, marquées par des ruptures violentes et des comportements obsessionnels. Lors de ses premières relations avec Claire, il semblait calme et respectueux, mais à mesure que leur relation se dégradait, Julien devenait de plus en plus insistant. Plusieurs amis de Claire témoignèrent qu'il avait souvent harcelé après leur rupture, malgré ses multiples refus. Il apparaissait clairement qu'il n'avait pas supporté la fin de cette relation. Mais à ce stade de l'enquête, aucun indice direct ne permettait de relier Julien à un acte criminel. Les autorités décidèrent alors d'examiner les enregistrements des caméras de surveillance de la ville, en particulier celles qui se trouvaient autour des zones où Claire avait été vue pour la dernière fois. Les images montrèrent Claire quittant le supermarché Franprix et se dirigeant vers sa voiture, comme prévu. Mais ce qui sembla encore plus inquiétant, c'est que la caméra d'un magasin voisin captura une voiture noire stationnée non loin de la Clio de Claire. Les policiers identifièrent la voiture comme étant une Audi, une marque haut de gamme, et les plaques d'immatriculation, bien que partiellement floues, semblaient correspondre à un modèle enregistré au nom de Julien Lefebvre. Ce fut la première véritable preuve qu'il y a Julien à l'endroit où Claire avait disparu. Mais pourquoi n'avait-il pas mentionné sa voiture lors des interrogatoires précédents? Margot, elle, commençait à perdre patience. Les jours de recherche interminables commençaient à la consumer. Chaque nouveau détail, chaque petit indice la plongeait dans un espoir brisé. Les enquêteurs s'efforçaient de lui donner des nouvelles, mais les informations étaient souvent incomplètes. Elle restait fidèle à la mémoire de sa fille, allumant chaque soir une bougie pour Claire, espérant que, d'une manière ou d'une autre, la vérité finirait par éclater. Mais chaque jour semblait plus long que le précédent, et chaque avancée se transformait en une nouvelle déception. Un mois après la disparition, Julien Lefebvre fut convoqué pour un nouvel interrogatoire. Cette fois, le commandant Leroy, accompagné de son équipe, était déterminé à obtenir des réponses plus claires. Lorsque Julien entra dans la salle d'interrogatoire, il semblait plus nerveux que lors de ses précédentes apparitions. Il balaya la pièce du regard, ses mains tremblant légèrement, mais il conserva une attitude relativement calme. Pourtant, l'ombre de la suspicion pesait lourdement sur lui. Il savait que l'étau se resserrait autour de lui. L'interrogatoire dura plusieurs heures, au cours desquelles Julien continua de nier toute implication dans la disparition de Claire. Il affirma qu'il n'avait pas été à l'endroit où Claire avait disparu ce soir-là et qu'il n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé. Mais plus il parlait, plus il semblait perdre son calme. Le commandant Leroy se contenta de l'écouter, notant chaque contradiction dans ses propos. Enfin, après un moment de silence tendu, Julien se leva brusquement, se dirigea vers la porte, puis se tourna vers l'équipe. «
« Vous n'aurez jamais la vérité », dit-il d'une voix froide avant de quitter la salle. Ce fut la première fois qu'il montra un signe de nervosité manifeste. L'interrogatoire de Julien Lefebvre avait laissé les enquêteurs perplexes. Bien qu'il n'ait pas avoué, son comportement nerveux et ses réponses contradictoires laissaient penser qu'il savait plus qu'il ne voulait bien le dire. Le commandant Leroy, après plusieurs heures de réflexion, décida qu'il était temps de passer à l'étape suivante, un mandat de perquisition pour l'appartement de Julien. Cette fois, l'objectif était clair, récupérer toute preuve physique qui pourrait relier Julien à la disparition de Claire. Le 15 octobre, l'équipe de la brigade criminelle se rendit dans l'appartement de Julien. La perquisition fut minutieuse, les policiers fouillant chaque recoin, scrutant chaque objet à la recherche de la moindre trace. Ils retrouvèrent des documents personnels, des photos de Claire, ainsi que plusieurs lettres dans lesquelles Julien exprimait ses sentiments envers elle. Mais ce qui attira le plus l'attention des enquêteurs, c'était un sac en toile caché sous son lit. En l'ouvrant, ils trouvèrent des effets personnels de Claire, son portefeuille, une montre et des cartes de crédit. Ces objets, qui n'auraient jamais dû être dans les mains de Julien, furent immédiatement envoyés à la police scientifique pour analyse. Le commandant Leroy était de plus en plus convaincu que Julien était impliqué dans la disparition de Claire, mais il n'avait toujours pas de preuves solides pour l'inculper directement. Cependant, la découverte des effets personnels de Claire dans l'appartement de Julien représentait un tournant décisif. Les enquêteurs savaient qu'ils étaient proches de la vérité, mais il restait encore une pièce du puzzle à découvrir. Pendant ce temps, Margot continuait de vivre dans l'attente, ses journées rythmées par l'espoir et la douleur. Chaque fois que le téléphone sonnait, elle se précipitait, espérant avoir des nouvelles de sa fille, mais chaque appel ne faisait que renforcer sa solitude. Le poids de l'incertitude était devenu insupportable. Bien qu'elle sache que l'enquête avançait, la peur de perdre définitivement sa fille la hantait chaque jour. Elle allumait sa bougie tous les soirs, attendant que la lumière guide son chemin vers la vérité. Les médias, eux aussi, commençaient à se concentrer sur Julien Lefebvre. Ses photos circulaient dans les journaux et les journalistes s'empressaient de relater les moindres détails de son interrogatoire. La pression sur lui grandissait, mais il restait déterminé à maintenir son innocence. Cependant, les rumeurs dans la ville commençaient à prendre de l'ampleur. Les voisins, qui l'avaient toujours vu comme un homme discret, se mirent à parler de son comportement étrange ces derniers mois. Certains se souvinrent de ses regards furtifs, d'autres évoquèrent des conversations qu'il avait eues avec des amis, où il parlait de Claire d'une manière qui semblait inquiétante. Ces témoignages, bien qu'indirects, ajoutaient du poids à l'idée que Julien avait un lien étroit avec la disparition. Les tests ADN effectués sur les objets personnels retrouvés dans l'appartement de Julien commencèrent à donner des résultats. Les policiers étaient impatients de connaître l'issue de ces analyses. Ils savaient que l'ADN serait probablement la pièce maîtresse qui permettrait de boucler l'enquête. Mais les résultats ne furent pas aussi clairs que ce qu'ils avaient espéré. L'ADN de Julien fut retrouvé sur certains des objets de Claire, mais une autre trace fut également découverte. Un ADN inconnu, probablement celui de quelqu'un d'autre qui n'avait rien à voir avec Julien ou Claire. Cela compliquait encore plus les choses. Si cet ADN appartenait à un autre individu, cela signifiait que quelqu'un d'autre avait aussi été impliqué dans l'affaire, un détail qui n'avait pas encore été envisagé. Le commandant Leroy, déterminé à faire éclater la vérité, ordonna une nouvelle série d'interrogatoires. Cette fois, il décida de se concentrer sur les relations passées de Julien, ses amis et ses contacts les plus proches. Il fallait absolument comprendre à qui appartenait cette mystérieuse trace d'ADN. Les policiers commencèrent à interroger les anciens collègues de Julien et ses amis les plus proches. Ils découvrirent rapidement qu'il avait eu une amitié étrange avec un certain Thomas Leclerc, un homme plus âgé qu'il connaissait depuis plusieurs années. Thomas était connu pour ses comportements excentriques, mais personne n'avait jamais cru qu'il puisse être lié à une affaire aussi grave. Les policiers décidèrent de se concentrer sur Thomas Leclerc, qui vivait dans un quartier plus éloigné de Lyon. Ils commencèrent à enquêter sur son passé, cherchant des éléments qui pourraient le relier à Claire ou à Julien. Ce qu'ils découvrirent ne fit qu'ajouter des interrogations. Thomas avait été impliqué dans plusieurs affaires de harcèlement dans le passé et plusieurs femmes avaient porté plainte contre lui pour des comportements inappropriés. Bien qu'il n'ait jamais été condamné, ces accusations étaient suffisamment graves pour que les policiers s'intéressent de près à lui. Le commandant Leroy, choqué par ces découvertes, décida de le convoquer pour un interrogatoire. Ce fut un moment crucial pour l'enquête, car les pièces du puzzle semblaient enfin se mettre en place. Julien et Thomas avaient-ils agi ensemble?
Et quel rôle Thomas avait-il joué dans la disparition de Claire? Les questions restaient nombreuses, mais une chose était certaine. L'enquête ne faisait que commencer, et la vérité semblait enfin à portée de main. L'interrogatoire de Thomas Leclerc ne se passa pas comme prévu. Dès le début, il semblait calme, presque trop calme, une tranquillité inquiétante qui contrastait avec l'intensité de l'affaire. Les enquêteurs avaient espéré qu'il fournirait des réponses immédiates, mais au lieu de cela, Thomas se montrait évasif et détaché. Lorsqu'il fut confronté aux témoignages qui le reliaient à des comportements suspects dans le passé, il ne montra aucune émotion. Ses réponses étaient courtes, parfois vagues, mais il n'était pas aussi imprévisible que les enquêteurs l'avaient imaginé. Tout cela renforçait le mystère qui entourait sa véritable implication dans cette disparition. Le commandant Leroy, qui avait suivi de près les premiers échanges, remarqua une légère tension dans le regard de Thomas lorsqu'il parla de Claire. Lorsqu'on lui demanda s'il connaissait Claire, il répondit d'abord par un hochement de tête, puis affirma que c'était une simple connaissance, une jeune femme qu'il avait croisée à quelques occasions dans les cercles sociaux de Julien. Cependant, les enquêteurs savaient qu'il mentait. Une rencontre officielle entre Claire et Thomas n'avait jamais été documentée. Si Thomas la connaissait si peu, pourquoi, alors, son ADN se retrouvait-il sur des objets personnels de Claire? C'était une question qu'il devait absolument élucider. La situation devint de plus en plus tendue lorsque les enquêteurs lui montrèrent la trace d'ADN retrouvée sur la montre et le portefeuille de Claire. Thomas se contenta de les regarder sans bouger, presque comme s'il savait déjà que les preuves étaient accablantes. Ce silence lourd dans la pièce donnait à la conversation un air de complot caché. Les policiers commençaient à comprendre que, même si Thomas semblait détaché, il avait bien une place dans ce jeu macabre. Mais quel rôle exact jouait-il? Était-il simplement un complice ou l'instigateur de l'enlèvement? Les questions se bousculaient, mais aucun aveu clair n'émergeait. Une autre piste surprenante se présenta lorsque l'équipe du commandant Leroy découvrit un enregistrement d'une conversation entre Julien et Thomas, datant de quelques jours avant la disparition de Claire. Les policiers avaient intercepté cette conversation pendant une surveillance de routine. Julien, nerveux, semblait chercher des conseils auprès de Thomas. Il parlait de Claire, de sa frustration vis-à-vis d'elle, de leur rupture et de son désir de la retrouver. Thomas, dans sa réponse, lui conseillait de laisser le temps faire son travail et semblait minimiser la situation. Mais la tension palpable dans cette conversation suggérait que Thomas avait une idée plus précise des intentions de Julien que ce qu'il laissait entendre. Le commandant Leroy, après avoir écouté cet enregistrement plusieurs fois, sentit que la clé de l'affaire résidait dans cette relation entre Julien et Thomas. Leurs interactions étaient plus que suspectes. Thomas semblait avoir un pouvoir de manipulation sur Julien, l'incitant à des actions de plus en plus impulsives. L'obsession de Julien pour Claire n'était pas un simple attachement romantique, mais quelque chose de plus sombre, guidé par l'influence de Thomas. Il devint alors évident que Julien et Thomas avaient peut-être planifié ensemble la disparition de Claire, mais que l'un des deux avait pris la décision finale d'agir. Les policiers se concentrèrent davantage sur les mouvements de Thomas dans les jours précédant la disparition de Claire. Ils découvrirent que, dans la nuit où Claire avait disparu, Thomas avait été vu dans un quartier proche du lieu où les effets personnels de Claire avaient été retrouvés. Plus précisément, il avait été repéré près du parc abandonné, là où la bague et l'écharpe de Claire avaient été cachés. Ce nouvel indice, ajouté aux preuves déjà existantes, renforça la conviction des enquêteurs que Thomas avait joué un rôle crucial dans cette disparition. Mais restait à savoir jusqu'à quel point il était impliqué. Le mystère s'épaississait à chaque nouvelle découverte. Qui était vraiment Thomas Leclerc? Était-il un simple manipulateur ou un homme capable de commettre l'impensable? Les enquêteurs commencèrent à fouiller plus profondément dans son passé. Ils découvrirent qu'il avait eu plusieurs démêlés avec la justice dans sa jeunesse, principalement liés à des agressions et à des comportements obsessionnels envers des femmes. Cependant, aucune de ces affaires n'avait été poussée à son terme et Thomas avait toujours échappé aux sanctions. Cette tendance à échapper aux conséquences faisait de lui un individu encore plus dangereux, car il savait exactement comment manipuler les situations pour se protéger. Le commandant Leroy savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Le cas de Claire Dupont devenait de plus en plus complexe, mais chaque indice rapprochait l'enquête de la vérité. Les pièces du puzzle semblaient s'assembler lentement, mais il restait un dernier élément clé, la vérité derrière l'ADN de Thomas retrouvé sur les affaires de Claire. Ce lien scientifique, aussi simple qu'il paraissait, pourrait tout changer. Les enquêteurs étaient prêts à tout pour dévoiler les derniers secrets de cette affaire, et ils savaient que Thomas détenait la clé de la résolution du mystère.
L'enquête s'était intensifiée après la découverte du lien entre Thomas Leclerc et la disparition de Claire. Chaque nouvel indice semblait confirmer que, bien que Julien ait joué un rôle dans l'enlèvement, c'était Thomas qui avait orchestré l'ensemble du plan. Le commandant Leroy et son équipe savaient que pour résoudre cette affaire, il fallait obtenir un aveu de Thomas, mais celui-ci restait implacable. Même face à des preuves accablantes, il ne montrait aucune émotion, ni regret. Le silence de Thomas pesait de plus en plus lourd sur les enquêteurs, qui cherchaient désespérément une brèche dans son masque de calme. Après plusieurs jours de pression, les policiers décidèrent de jouer une carte importante, l'utilisation de la psychologie pour pousser Thomas à avouer. Le commandant Leroy savait qu'il devait rompre la façade de Thomas, lui faire croire que tout était déjà découvert, que la vérité était désormais inévitable. L'équipe prépara alors un plan minutieux pour l'interroger en misant sur ses faiblesses et ses incohérences. Il savait que Thomas était intelligent, manipulateur, mais qu'il ne supporterait pas d'être acculé à admettre son rôle dans la disparition de Claire. Lorsque Thomas entra dans la salle d'interrogatoire, il se comporta comme toujours, calme et distant. Mais cette fois-ci, il était confronté à une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Le commandant Leroy commença par lui exposer les preuves accumulées, l'ADN retrouvé sur les effets personnels de Claire, la voiture noire qui lui appartenait et le témoignage de Julien, qui, bien que silencieux, semblait avoir accepté une certaine part de responsabilité. Thomas écoutait, sans changer d'expression. Puis, lentement, Leroy dévoila la dernière pièce du puzzle, l'enregistrement de la conversation entre Julien et Thomas, dans laquelle il était évident que ce dernier savait exactement ce qui s'était passé avec Claire. Le silence s'installa un instant, lourd et pesant. Puis, enfin, Thomas brisa le silence. « Vous croyez vraiment que j'ai fait ça pour lui ?» dit-il d'une voix calme mais empreinte de colère. Julien n'a jamais eu la capacité de prendre une décision par lui-même. C'était moi qui l'ai poussé. C'était moi qui l'ai guidé dans tout ça. Le commandant Leroy sentit une vague de soulagement l'envahir. Il avait enfin obtenu l'aveu tant recherché. Mais la suite des révélations allait choquer tout le monde. Thomas, les yeux fixés sur la table, commença à raconter l'histoire. Claire, selon lui, était une jeune femme trop fragile, trop indépendante. Elle rejetait tout le monde, même moi. Elle m'a ignoré, m'a repoussé comme tous les autres avant elle. Mais elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle n'a jamais compris à quel point je pouvais être déterminé. Il expliqua que son obsession pour Claire était née bien avant leur rencontre, qu'il l'avait observée pendant des mois, à travers les fenêtres, dans les cafés, sans jamais oser l'approcher. Mais avec Julien, tout avait changé. Thomas avait vu une opportunité de manipuler la situation à son avantage. Il poursuivit en expliquant qu'il avait convaincu Julien de retrouver Claire et de l'emmener avec lui. C'était simple, il suffisait qu'il la conduise là où je l'attendais, dans cet endroit désert. Je savais qu'il aurait peur de la perdre, mais il n'avait pas le choix. Il m'a obéi. Le commandant Leroy, bien que choqué par ses aveux, gardait son calme. Ce qu'il venait d'entendre expliquait enfin pourquoi Claire avait disparu sans laisser de traces. Mais une question restait. Pourquoi l'avoir tuée ? Thomas se pencha en avant, comme pour savourer ce moment. Claire ne voulait pas coopérer. Elle voulait partir, elle m'a rejeté une fois de plus. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. Je ne pouvais pas la laisser partir. Le récit de Thomas était d'une froideur déconcertante. Il expliqua comment, après l'avoir emmenée dans le parc abandonné, il avait tenté de la garder là, de la forcer à écouter ses explications. Mais Claire avait refusé d'obéir. Elle avait voulu s'enfuir et dans un moment de rage incontrôlable, il l'avait poussée. Un cri perça la nuit, mais personne n'était là pour l'entendre. Thomas l'avait laissée sur le sol, inconsciente. Il avait pris ses affaires et s'était débarrassé d'elle dans le parc pour effacer les traces. À ce moment, l'horreur de ses actes était palpable et la vérité se déployait devant les enquêteurs comme un drame tragique. Thomas ne montra aucun regret, aucun remords. Il parlait de Claire comme d'un objet, une chose à posséder et à contrôler. Son absence de culpabilité renvoyait à une cruauté qu'aucun des policiers présents ne pouvait véritablement comprendre. La confession de Thomas, bien qu'accablante, ne suffisait pas à effacer la douleur de Margot, qui, malgré la découverte du corps de sa fille, vivait toujours dans une déchirure intérieure. Les policiers prirent rapidement les mesures nécessaires pour officialiser l'arrestation de Thomas Leclerc en le chargeant de l'enlèvement, du meurtre et de la manipulation de preuves. La ville de Lyon était sous le choc. Personne ne pouvait croire qu'un homme, aussi proche de la communauté, avait pu commettre un tel acte.
Les voisins, les amis de Julien et Claire, étaient abasourdis. Personne n'aurait pu imaginer qu'un simple voisin puisse cacher un tel monstre sous son apparente normalité. La confession de Thomas marqua un tournant dans l'affaire, mais la douleur et la souffrance demeuraient pour la famille de Claire. Margot, bien que soulagée de savoir enfin ce qui s'était passé, savait que la perte de sa fille ne serait jamais compensée. Claire, avec son sourire éclatant, ses rêves et sa vie avaient été brutalement arrachés à elle. Et bien que la justice semble se dessiner, une ombre de tristesse restait au-dessus de la famille, qui devait maintenant vivre avec cette vérité cruelle. Après l'aveu de Thomas Leclerc, le poids de la vérité tomba sur la ville de Lyon. L'enquête, qui avait duré des semaines, avait enfin apporté une réponse aux nombreux mystères de la disparition de Claire. Mais pour Margot, sa souffrance était loin d'être terminée. La confession de Thomas, bien que bouleversante, ne pourrait jamais combler le vide laissé par sa fille. Claire n'était plus là, et la justice, bien qu'importante, ne pouvait réparer le cœur brisé d'une mère. Les médias de Lyon, qui avaient couvert l'affaire avec tant de ferveur, se lancèrent dans des spéculations sur le procès à venir. Le nom de Thomas Leclerc était désormais synonyme de terreur pour toute une communauté. Sa relation avec Claire, sa manipulation de Julien et son froid calcul avaient laissé les habitants choqués et horrifiés. Mais même avec tous les détails révélés, il était difficile de comprendre comment un homme apparemment ordinaire avait pu sombrer dans une telle folie. Au tribunal, le procès de Thomas Leclerc s'ouvrit dans une atmosphère tendue. La salle était remplie, non seulement de journalistes, mais aussi de citoyens de Lyon, qui avaient suivi l'affaire avec attention. Margot, assise au premier rang, ne cessait de fixer Thomas, son regard empli de colère et de douleur. Ses yeux, autrefois pleins de larmes, étaient désormais secs, mais chaque mot prononcé par l'accusé semblait rouvrir une plaie en elle. Elle écoutait, mais elle savait qu'aucune parole ne pourrait ramener sa fille. La justice était là, mais Claire ne reviendrait jamais. Le procès dura plusieurs semaines. Les avocats de la défense tentèrent de minimiser les actes de Thomas en insistant sur sa santé mentale et en suggérant que ses actions étaient le résultat de blessures profondes de son passé. Mais la plaidoirie du procureur, décrivant avec force la froideur et l'inhumanité de l'accusé, fit l'effet d'un électrochoc. Leurs arguments étaient solides, fondés sur des preuves irréfutables. Le mobile de Thomas, aussi étrange qu'il fût, était devenu clair. Il avait cherché à contrôler une femme qui ne voulait pas se soumettre à ses désirs. Son propre ego démesuré et sa manipulation avaient conduit à un acte irréversible. Le verdict final, lorsqu'il tomba, ne surprit personne. Thomas Leclerc fut reconnu coupable d'enlèvement, de meurtre et de manipulation de preuves. La sentence de prison à perpétuité fut prononcée. Mais bien que la justice fût rendue, l'émotion dans la salle était palpable. Aucun des témoins, ni la famille de Claire, ne semblait trouver de réconfort dans cette décision. Thomas, impassible, écouta la sentence sans le moindre mouvement. Ses yeux, froids comme toujours, ne trahirent aucune émotion. Il avait préparé sa défense, mais il savait au fond de lui que la vérité avait éclaté. Pour Margot, le verdict n'avait pas le goût de la victoire. Le procès, bien qu'important, ne réparait jamais la perte de sa fille. Elle retourna à sa maison, où chaque coin, chaque objet semblait lui rappeler Claire. Le vide laissé par sa disparition était immense, et malgré la sentence de prison, rien ne pouvait combler ce manque. Elle s'assit dans la chambre de Claire, touchant délicatement ses affaires laissées intactes. Chaque objet, chaque vêtement était une mémoire vivante de sa fille. Mais ces souvenirs, aussi précieux soient-ils, ne suffisaient pas à rendre le sourire de Claire. Le temps passa, mais la douleur ne s'estompa pas. Margot alluma sa bougie chaque soir, comme elle l'avait fait pendant des mois, pour honorer la mémoire de Claire. La lumière de la bougie dansait dans l'obscurité, symbolisant l'espoir, mais aussi la tristesse profonde d'une mère qui ne pourrait jamais oublier. Les jours s'étiraient lentement, et Lyon, bien que secoué par l'affaire, commença à retrouver son rythme. Mais pour Margot, rien ne serait jamais plus comme avant. Carlos, le frère de Claire, se rendait souvent chez sa mère, essayant de l'aider à traverser cette épreuve. Mais lui aussi ressentait la perte de sa sœur comme une lame qui ne cessait de le frapper. Bien qu'il ait fondé sa propre famille, l'ombre de Claire restait toujours avec lui. Il se souvenait d'elle comme d'une personne vivante, pleine de projets et d'idées. Mais ses souvenirs ne suffisaient pas à réparer la douleur de la perte. Chaque année, le 12 septembre, il se rendait sur la tombe de Claire avec sa mère, allumant une bougie à son tour, rendant hommage à celle qu'ils avaient perdue. C'était un rituel qui les reliait,
un peu plus chaque année. Les années passèrent, et bien que la douleur de la perte demeurât, Margot et Carlos apprirent à vivre avec cette absence. Lyon, de son côté, continua de tourner, mais l'histoire de Claire ne fut jamais oubliée. Elle demeura gravée dans la mémoire collective de la ville. Chaque fois que l'on passait près de la Croix-Rousse, le nom de Claire semblait résonner dans l'air, un rappel silencieux de la cruauté humaine et de l'importance de la justice. L'histoire de Claire ne finirait pas dans l'oubli. Le procès de Thomas Leclerc, bien qu'il ait mis un terme à l'enquête, n'avait pas apporté la paix que la famille de Claire espérait. Margot, après tout ce temps, avait du mal à trouver un sens à sa vie sans sa fille. Le verdict, aussi définitif soit-il, n'effaçait pas la douleur qui l'habitait depuis la disparition de Claire. La sentence de prison à perpétuité de Thomas semblait être une forme de justice, mais elle ne réparait pas le cœur brisé d'une mère. Chaque jour, elle se réveillait avec cette absence sourde, cette sensation que le monde continuait de tourner sans Claire à ses côtés. Les journées de Margot se passaient entre la gestion des affaires courantes et les moments où, seule dans la maison, elle repensait à Claire. Le souvenir de sa fille était partout, dans le parfum des fleurs qu'elles avaient plantées ensemble dans le jardin, dans les livres qu'elles avaient lus ensemble, dans les photos qui ornaient les murs de la maison. Rien ne semblait pouvoir combler ce vide. Le temps n'avait pas guéri la douleur, et Margot savait qu'elle vivrait avec cette blessure ouverte pour le reste de ses jours. Pourtant, une lueur d'espoir naissait peu à peu, même dans la tristesse profonde. Carlos, bien que profondément marqué par la perte de sa sœur, avait commencé à s'impliquer dans des associations de lutte contre les disparitions. Il voyait cela comme une manière d'honorer la mémoire de Claire et d'aider d'autres familles confrontées à la même souffrance. Il savait qu'aucun acte de justice ne ramènerait Claire, mais peut-être que son engagement aiderait à éviter qu'une autre famille ne vive cette douleur. À travers ce travail, Carlos parvenait peu à peu à reconstruire une partie de lui-même. C'était un processus long et difficile, mais chaque petite victoire était un pas vers la guérison. Les événements de l'année suivante, marqués par le procès et la condamnation de Thomas, apportèrent un certain soulagement à la famille. Mais pour Margot, l'absence de Claire restait insupportable. Lors des anniversaires, elle allumait une bougie, comme un symbole de l'espoir qui refusait de s'éteindre, aussi minuscule soit-il. C'était un rituel qu'elle avait appris à vivre, une manière de tenir la mémoire de sa fille vivante. Malgré tout, la lumière de la bougie, vacillante mais persistante, était un phare dans la nuit de sa douleur. Les voisins de Margot, autrefois distants, commencèrent à lui rendre visite plus fréquemment. Ils savaient que son deuil était encore trop lourd à porter seul. Il apportait des repas, passait du temps avec elle, l'écoutait quand elle voulait parler de Claire. Petit à petit, Margot accepta leur présence. Elle ne se sentait plus aussi isolée, même si la douleur demeurait. Elle comprit que, malgré la perte irréparable, la solidarité de la communauté pouvait, d'une certaine manière, l'aider à traverser ses journées les plus sombres. Lyon, de son côté, semblait avoir retrouvé son rythme habituel, mais l'affaire de Claire continuait de hanter les conversations. Les habitants de la ville se souvenaient d'elle, de sa disparition, de l'horreur de l'affaire et du visage sans remords de Thomas. La ville, pourtant si animée, avait perdu une part de son innocence cette année-là. Claire avait laissé une marque indélébile dans le cœur de la communauté. Mais en même temps, elle était devenue un symbole de la lutte pour la justice, un appel à ne jamais abandonner dans la recherche de la vérité. Margot finit par comprendre qu'elle ne pourrait jamais retrouver la paix complète. Le décès de Claire resterait une cicatrice pour toujours. Cependant, au fil des années, elle commença à accepter l'idée que vivre avec cette douleur était une manière de continuer à honorer sa fille. Chaque année, elle allait déposer des fleurs sur la tombe de Claire et chaque année, elle allumait une bougie à son souvenir. Mais cette fois, la bougie ne symbolisait pas seulement la souffrance. Elle représentait aussi une certaine forme d'acceptation. Claire vivrait pour toujours dans son cœur et peut-être qu'un jour, cette mémoire serait plus douce. Carlos, pour sa part, trouva un certain réconfort dans l'idée que Claire, d'une manière ou d'une autre, avait changé la vie de ceux qui l'avaient connue. Son souvenir serait un guide pour ceux qui, comme lui, cherchaient à faire une différence dans ce monde. Chaque action qu'il entreprenait en son nom était un pas vers la guérison. Il savait que la perte de Claire ne pourrait jamais être compensée, mais il espérait qu'elle contribuerait à rendre le monde un peu plus juste, un peu plus humain. Finalement, les années passèrent. La souffrance de Margot et de Carlos ne disparut jamais entièrement, mais le temps leur apprit à vivre avec. Lyon oubliait lentement, mais il ne l'oublierait jamais. Claire resterait à jamais dans leur cœur, et même si la justice avait été rendue,
ce n'était que le début de leur propre guérison. La vérité avait été révélée, mais le voyage vers la paix intérieure ne faisait que commencer.